rendons au Sénégal et plus particulièrement aux îles Caronne, où l'économie repose presque intégralement sur la culture du cannabis, une activité pourtant strictement interdite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous nous envolons ensuite à Pointe-Noire, en République démocratique du Congo, pour rencontrer Deschagrins Ebé. Cet entrepreneur se bat pour sauver sa société dans un pays en crise depuis 4 ans. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Alors qu'aucun cas de coronavirus n'a été confirmé sur le continent, le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies prend les devants pour anticiper une éventuelle épidémie. Nous avons mis en place notre centre d'opération d'urgence, ce qui signifie que nous disposons maintenant d'un système de gestion des incidents pour gérer cette épidémie sur notre continent, où nous avons jusqu'à présent aucun cas signalé, même si nous avons des rumeurs de cas confirmés dans plusieurs pays. L'Afrique est déjà sous alerte avec l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les contrôles ont été renforcés dans les principaux aéroports, en Éthiopie, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte, au Rwanda et à Maurice. Plusieurs pays ont suspendu les vols vers la Chine. À l'invitation de ses homologues, Recep Tayyip Erdogan était cette semaine en visite officielle en Algérie, en Gambie et au Sénégal. L'occasion pour les différents dirigeants d'évoquer avec le président turc la situation préoccupante de la Libye. Macky Sall a appelé à une solution politique impliquant l'Union africaine. Erdogan, je lui ai indiqué un peu l'inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye et aussi notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solutions. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre le gouvernement d'union et le maréchal Khalifa Haftar. L'Afrique fait de plus en plus entendre sa voix pour régler cette crise. Après quelques semaines d'accalmie, la région de Beni a connu un nouveau massacre dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 36 civils ont été tués à l'arme blanche au nord-ouest de la cité d'Oïcha. Les autorités accusent le groupe armé des forces démocratiques alliées. Grâce à Dieu, certains ont pu s'échapper. Les autres ont été décapités et ils ont trouvé la mort. Au total, les forces démocratiques alliées sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre et plus d'1 millier depuis octobre 2014 dans la région. D'après les experts, elles se vengent sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base autour de Beni. Après plus de 6 ans de détention, le général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012, a été mis en liberté provisoire mardi dernier. Écroué en novembre 2013 pour son implication présumée dans la mort d'au moins 26 soldats antiputschistes, il a été libéré aux côtés de 12 autres militaires. Qu'on dise liberté provisoire, une liberté est une liberté. Provisoire, cela a disparu de l'arsenal juridique du Mali. On ne parle plus de liberté provisoire. Quand vous êtes mis à liberté, vous êtes remis à liberté. Depuis 2016, le procès d'Amadou Aya Sanogo s'est enlisé dans d'interminables reports, sans avoir mené à aucune décision. Objectif présidentiel 2020 pour l'ancien président centrafricain François Bozizé. Selon lui, rien ne l'empêche d'être candidat à l'élection. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de sa première prise de parole publique depuis son retour à Bangui à la mi-décembre. L'ex-chef de l'État est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013, au cours de laquelle il est accusé d'avoir soutenu des milices anti-Balaka. Une équipe de vétérinaires et d'experts internationaux sont arrivés mardi dernier dans le parc Al-Kourachi de Khartoum pour examiner les 4 lions affamés. Le sort de ces félins a déclenché une vague de sympathie et de dons suite à la mort d'une des femelles la semaine dernière, des suites de déshydratation et de malnutrition. Les animaux sont assez faibles en ce moment, donc les déplacer ne serait pas la meilleure chose à faire. Je pense que pour l'instant, nous devons vraiment nous concentrer sur la santé des animaux et aussi former les gens ici et trouver une solution optimale. Ces lions souffrants sont devenus un symbole des durs effets de la pauvreté au Soudan, où des hausses de prix incontrôlées ont précipité la chute du président Omar al-Bashir en avril dernier. Il faut plusieurs heures de pirogue, puis de moto pour atteindre Kouba. Ce village de 200 âmes, perdu sur une île de la côte casamançaise,
est connu dans toute la région et pour une raison. Ici, on produit intensivement du cannabis, même si c'est strictement interdit au Sénégal. Quand tu coupes, tu gardes ça, c'est ça qu'on prend, qu'on utilise les grains, les plus blanches. Ça. Les villageois de Kouba se sont tournés vers la culture du chanvre indien dans les années 70. Pour ces populations, qui vivent en quasi-autarcie, le commerce ou le tourisme ne sont pas des débouchés envisageables, comme pour le reste de la Casamance. Le cannabis est un produit salvateur. Les cultivateurs ont pu construire de nouvelles maisons et même financer la scolarité de leurs enfants. Philippe en est l'exemple. Après ses études, ce fils du village a trouvé du travail dans une station balnéaire. Depuis que je suis né, les gens cultivent du cannabis. Parce que c'est ça notre économie. C'est ça qu'on gagne beaucoup d'argent pour aider nos enfants. Si tu ne cultives pas le cannabis, tu ne peux pas s'en sortir. Les trafiquants viennent directement se fournir sur place et le kilo peut se vendre entre 23 et 45 euros. Les lois sénégalaises sont pourtant claires. Un cultivateur, un consommateur ou un revendeur de cannabis risque jusqu'à 10 ans de prison et aucun débat sur la légalisation n'est à l'ordre du jour. Ces dernières années, le gouvernement tente plutôt de s'organiser face au trafic de drogue. Plus de 3000 tonnes de cannabis ont été saisies depuis 2015 et en 2018, un accord a été signé avec la Gambie voisine pour renforcer les contrôles aux frontières. Mais pour le maire de la commune de Kafountine, dont dépend le village de Kouba, les cultivateurs des îles n'ont pour l'instant pas d'inquiétude à avoir. Il est facile pour les forces de l'ordre de s'attaquer à la production ici, c'est très accessible. Au niveau des îles, c'est difficile. L'accès est très difficile, donc les cultures de viande se développent souvent dans des zones difficiles d'accès. À Kouba, la dernière visite d'un policier remonte aux années 1980. Alors, les villageois se font toujours plus discrets pour pouvoir continuer à vivre tranquillement de leur culture interdite. Le balai des porte-containers et des camions est incessant. Depuis 80 ans, le port de Pointe-Noire est l'un des axes économiques majeurs de la République du Congo. Pourtant, le pays est en crise depuis 4 ans. En cause, la baisse des cours du pétrole. Plusieurs entreprises du secteur ont fait faillite. Cet entrepreneur est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Beaucoup ont dû arrêter leur activité, donc ont fait faillite. Et aujourd'hui, ils ont déposé le bilan. Et résultat, nous, on a perdu des contrats. Et si on perd des contrats, évidemment, on supprime des emplois. Et si on supprime des emplois, il faut presque se réinventer pour continuer à rester sur le marché. 50 000 personnes ont en effet perdu leur travail dans le secteur pétrolier. L'or noir est le principal pourvoyeur d'emplois de cette ville de plus d'1 million d'habitants. L'économie doit donc envisager de nouveaux débouchés. Il faut faire une relance de l'économie et à notre sens, la relance passe par bien sûr la diversification, mais aussi au niveau pétrolier par la mise en place effective du contenu local. Ça permettrait d'avoir des achats opérés par le pétrolier localement et donc de relancer un tant soit peu l'économie. Pour tenter de sauver son économie, le Congo a signé un accord avec le FMI. Les prévisions de croissance du pays pour 2020 sont en hausse et le trafic du port autonome de Pointe-Noire a augmenté. 900 000 containers ont transité cette année, de quoi nourrir les espoirs des sociétés qui en dépendent. On espère que pour la fin de cette année, on pourrait avoir un taux de croissance au niveau du pays, bien sûr, qui devrait dépasser les 3%. Et ça augure de bons résultats également pour le port. Parce que, d'une façon générale, les perspectives en termes d'évolution du trafic pour le port de Pointe-Noire sont plutôt optimistes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a d'ores et déjà annoncé la fin de la récession. Mais avec une dette de 2 milliards d'euros, le pays est loin d'être tiré d'affaire. De passage à Abidjan, l'ancien international français Boris Dio a tenu à rendre hommage à Kobe Bryant. Le quintuple champion NBA avec les Lakers est décédé dimanche dernier dans le crash de son hélicoptère dans le sud de la Californie. Il était accompagné d'une de ses filles, Gianna, 13 ans, morte elle aussi comme 7 autres passagers. Oui, c'est arrivé comme un choc, hein, c'est sûr. Personne ne s'attendait à quelque chose de la sorte. Quelqu'un qui vient juste de prendre sa retraite. Et surtout une figure emblématique du basket. Je pense que c'est
la personne la plus influente depuis Michael Jordan dans le monde du basket. Évoluant de 2003 à 2017 en NBA, Joe a eu la chance de croiser Kobe Bryant sur les parquets. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.